Acte 4, partie 2, des conditions. Section 1, du monde. Nous avons vu dans la première partie que le simple fait d'exister impliquait nécessairement l'obligation d'agir. Autrement dit, qu'il ne pouvait rien exister d'absolument passif. Et comme il faut, au sujet, nécessairement faire, celui-ci devra nécessairement, un jour, se poser la question de comment bien faire. C'est de cette nécessité que résulte toute cette partie. Elle aura comme objet de comprendre les différentes conditions qui déterminent le sujet dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Le but en est de faire comprendre au sujet dans quoi s'inscrit son action afin que celui-ci en ait une maîtrise plus parfaite et plus libre. De tout ce qui suit, le spectateur aura l'impression de revoir identiquement les mêmes propos que précédemment. D'une certaine manière, il aura raison. Nous reprenons ici ce qui a déjà été dit, mais nous en précisons le sens relativement à la partie qui nous intéresse maintenant. Nous ne pouvions pas la traiter immédiatement dès le début, car cela aurait entraîné trop de digressions, qui auraient été impropres à la partie en question. C'est pourquoi, dans la partie précédente, nous n'avons mentionné de cette partie que ce qui lui était utile sans chercher à développer davantage. Il est maintenant venu le temps de le faire. Axiome 1. Le monde existe. En tant qu'il existe nécessairement quelque chose, nous nommerons à présent monde cette chose qui existe nécessairement. Nous pourrions exprimer cela en une sorte de cogito. Je pense, donc le monde est. Car, une chose étant donnée, il est nécessairement donné, avant elle, un espace dans lequel elle s'inscrit et par lequel elle existe. En outre, en tant que la pensée est l'effectivité de l'être, il ne peut y avoir de pensée s'il n'y a d'effectivité. Autrement dit, il ne peut y avoir de pensée s'il n'y a rien à intuitionner, et la pensée ne peut exister s'il n'est rien qui la rend possible. En somme, nous pourrions dire « je pense, donc le monde existe ». Et j'existe dans le monde. 2. Le monde est tout ce qui est. En tant qu'il existe nécessairement quelque chose et que cette chose consiste dans l'entièreté de ce qui peut exister, nous nommerons à présent monde cette chose qui est la seule chose qui existe et qui contient en elle tout ce qui est. Autrement dit, comme tout ce qui existe est tout ce qui est, il s'ensuit que tout ce qui est tout ce qui existe. Autrement dit, le monde étant tout ce qui existe, le monde n'est rien d'autre que l'existence même. Tout ce qui peut être est nécessairement dans le monde. Le monde consiste alors en tout ce qui existe. Par définition, c'est ainsi que nous définirons le monde. Le monde est tout ce qui existe. Ainsi posé, tout le reste se déduit de lui, et il est ce qui contient en lui tout le reste. De cela, il suit que toutes les propositions relatives à l'existence dans la partie 1 peuvent être reprises ici en changeant simplement le mot d'existence avec celui de monde. Remarque. La raison de ce changement est que, si ces deux mots sont synonymes, le mot de monde a, dans l'esprit général, une signification légèrement plus précise que celui d'existence et possède également l'utilité de simplifier le discours. Quand nous parlons de monde, nous parlons de l'existence en tant que nous portons notre attention sur la manière dont cette existence contient et conditionne tout ce qui existe au travers d'elle. Dit encore autrement, tout ce que nous pouvions dire de l'existence dans la partie 1 est que cela était. Dorénavant, nous pouvons préciser un peu cette notion en disant que non seulement elle est, mais en plus qu'elle contient, qu'elle produit et qu'elle détermine. 3. Le monde possède un contenu. En tant que le monde est tout ce qui existe se trouve en lui. Le monde n'est donc pas vide, mais contient en lui tout ce qui existe. De cela, il suit que, en tant que tout ce qui existe est contenu dans le monde, si le monde est nié, alors est également niée la totalité de ce qui existe. Autrement dit, il ne peut rien exister sans le monde. En un mot, du fait même que le monde existe nécessairement, il existe tout le reste à partir de lui. 4. L'objet est le contenu du monde. Par définition, nous nommerons objet le contenu du monde. En outre, en tant que le monde est tout ce qui existe et que nier le monde revient à nier tout ce qui existe, s'il existe un objet, ou bien cet objet existe dans le monde, ou bien il n'existe pas. De plus, si tous les objets sont dans le monde, alors il ne peut y avoir d'objet sans le monde. Il ne peut y avoir d'objet sans un monde pour le produire et le contenir. Remarque. Jusqu'alors, nous avons parlé de l'objet uniquement en tant que cela représente une idée. La raison en est qu'il fallait s'interroger sur ce qui est propre à la connaissance. L'objet ne nous intéressait donc qu'en rapport avec cette connaissance. Il est temps maintenant de le considérer de la façon dont cet objet s'inscrit dans le monde et de l'incidence qu'il a sur un sujet. Un objet est littéralement ce qui se trouve devant. Mais comme cette notion ne peut avoir de sens sans prendre un point comme référent, un objet est toujours défini comme tel en référence à un sujet. Un objet est donc littéralement ce qui se présente au sujet. Il est ce qui se trouve devant lui. Mais comme, en outre, un sujet peut lui-même être considéré comme l'objet d'un autre sujet, il s'ensuit que, d'un point de vue purement objectif, tout ce qui existe peut être appelé objet. Un objet est donc le contenu du monde.
Nous avons dit que l'objet était le produit de l'esprit. Mais en tant que la vérité n'est pas performative, il ne suffit pas qu'une idée se représente un objet pour qu'il existe véritablement. Ainsi donc, si une idée produit bien un objet, cet objet n'est pas défini comme vrai du fait qu'il est le produit de l'idée, mais bien en tant que l'idée de cet objet correspond effectivement à ce qui existe. En d'autres termes, s'il est vrai que le sujet discrimine le monde en objet selon l'idée qu'il s'en fait, si cet objet est adéquat, il correspond en effet à ce qui existe, et c'est pour cela que le sujet le discrimine, ainsi du reste. Par exemple, qu'un sujet comprenne un mur comme étant de l'air ne lui fera pas traverser le mur pour autant. Comprendre le mur comme il le fait a donc véritablement un sens, car cela correspond à ce qui existe effectivement. Et comme, en outre, l'idée adéquate d'un objet renvoie à ce qui existe effectivement, nous parlerons dorénavant de l'objet comme ce qui existe effectivement, puisque dire que l'idée y correspond revient au même. 5. Ultimement, il n'existe qu'une seule chose, le monde. En tant qu'il n'existe qu'une seule chose et une chose seulement, et que cette seule chose contient en elle tout ce qui existe, et comme, en outre, le monde est tout ce qui existe, il s'ensuit que le monde est la seule chose existante. Quand nous parlons du monde, nous parlons de cette réalité pleine et entière de l'existence, nous parlons de tout ce qui existe. 6. Il n'y a rien dans le monde qui lui soit étranger. En tant que le monde est tout ce qui existe, rien ne peut se produire dans le monde qui lui soit étranger. Autrement dit, en tant que rien ne peut exister s'il n'existe au sein du monde, et qu'en outre le monde contient tout ce qui existe, il s'ensuit qu'il n'y a rien dans le monde qui puisse lui être étranger. Il n'y a rien en lui qui puisse s'y trouver comme en dehors. Cela serait absurde. En un mot, il ne peut y avoir de réalité extérieure au monde, puisque celui-ci les englobe toutes. 7. Rien dans le monde n'est radicalement différent. En tant que le monde est tout ce qui existe et que rien n'existe dans le monde qui ne lui soit étranger, il suit de cela qu'il n'y a rien dans le monde de radicalement différent à un autre objet. Car s'il le fallait, cela impliquerait qu'il existe un objet qui ne soit pas le produit de l'existence et qui ne soit donc pas contenu dans le monde. Par radicalement différent, il faut entendre ce qui est différent en tout point d'une chose et qui, en vertu de cette différence radicale, reste perpétuellement étranger à cette chose. Mais comme tous les objets ont en commun qu'ils existent, il suit de là que rien n'est radicalement différent. S'il fallait que ce soit le cas, il s'ensuivrait que cet objet n'existerait pas. Quelque chose de radicalement différent serait quelque chose de différent par rapport au reste dans sa racine même. Cela veut dire que si l'on creusait jusqu'au fond de la nature de cette chose, on y trouverait une nature entièrement différente du monde, ce qui reviendrait à dire que cela n'existe pas. Autrement dit, en tant que le monde est tout ce qui est, aucun de ces objets n'est radicalement différent d'un autre. Tous les objets partagent tous ce même point commun d'exister au travers du monde. Ainsi, dans le monde, il n'existe aucun objet qui ait une nature fondamentalement différente de tous les autres. De cela, il suit que tous les objets s'expriment sur un même fond d'identité. Même lorsqu'ils entrent en conflit, ils le conservent. Il suit également de cela que, en tant qu'il n'y a pas de choses radicalement différentes, aussitôt que l'on conçoit deux objets différents, nous sommes contraints d'en concevoir un plus grand qui les contient tous deux. Autrement dit, s'il est deux objets distincts, il faut qu'ils soient compris en un même ensemble. Remarque, si deux objets existent, alors ils participent du même ensemble qui est le monde, car délimiter un objet, comme nous l'avons vu, c'est faire un jugement, c'est délimiter, discriminer un objet du reste. Autrement dit, en tant que deux objets existent tous deux, c'est qu'ils partagent bien quelque chose de commun, d'exister. Autrement, ce serait concevoir en même temps ce qui est et ce qui n'est pas. En clair, pour concevoir deux objets différents, il faut les concevoir dans un espace plus grand. Ainsi, même si deux objets sont grandement différents, ils ne sont aucunement radicalement différents, car ils partagent tous deux le fait d'avoir la même nature. 8. Tout objet est, en lui-même, identique à tous les autres. En tant qu'il n'existe ultimement qu'une seule chose, qu'il n'y a rien dans le monde qui lui soit étranger et que rien n'est radicalement différent, il s'ensuit nécessairement que cette seule chose est toujours identique à elle-même. Et comme, en outre, tout ce qui existe est le produit de cette seule chose, il s'ensuit également que tous les objets entretiennent fondamentalement entre eux un rapport d'identité. Autrement dit, dire que rien n'est radicalement différent, c'est littéralement revenir à dire que tous les objets ont, dans leur nature même, le fait d'être la même chose. Un objet n'est donc pas différent à un autre de par sa nature, mais toujours selon la modalité que prend cette même nature. Proposition 1. Le monde est effectif. En tant que l'existence est effective, et que le monde est tout ce qui existe, l'entièreté du monde peut être dite effective. Il suit nécessairement de cela que rien dans le monde n'est ineffectif. En outre, en tant que l'effectivité de l'existence est toujours sensible, tout ce qui existe a nécessairement un rapport sensible à ce qui est. 2. Tout ce qui existe est effectif. En tant que le monde est effectivité, tout ce qui existe est pris dans un continuel mouvement. Dit autrement, rien de ce qui existe n'agit pas,
Autrement dit, rien de ce qui existe ne peut ne pas agir. Il n'est rien dans le monde qui serait absolument au repos. D'une manière très imagée, le monde est comparable à un vaste plan d'eau d'apparence immobile mais troublé par de constants remous. Plus précisément, le monde n'est pas quelque chose de mort, mais bien quelque chose qui se meut continuellement en une perpétuelle activité. Le monde n'est donc jamais au repos, mais toujours en activité. D'une manière très imagée, le monde est comme une immense ville la nuit. Elle ne dort jamais vraiment et continue de briller à tous les instants. Il n'y a aucun moment de sa vie où tout ce qui s'y trouve serait entièrement endormi en même temps. Même ce que l'on appelle le repos est une certaine activité de ce qui est effectif. En un mot, un objet est contraint à l'activité du fait même d'exister. 3. Tout ce qui existe est objectif. En tant que tout ce qui existe est concret et étendu, tout ce qui existe dans le monde doit nécessairement s'exprimer sous le mode de l'étendu. Ainsi donc, tout ce qui existe peut être dit objectif. Autrement dit, en tant que le monde est tout ce qui existe et que rien n'existe qui ne soit compris dans le monde, tout objet du monde, même les plus abstraits, sont objectifs, c'est-à-dire concrets. Ils s'expriment par des modes de l'existence. En outre, en tant que l'objet de la vérité est l'existence, et que la vérité est objective, toute expression de l'existence peut être dite objective. Ainsi donc, tout ce qui se trouve dans le monde peut se dire objectif, car il n'y a rien qui soit dans le monde qui n'existe pas. Remarque, cette proposition pourra sans doute paraître absurde. Le spectateur pourra se dire « Comment donc tout peut-il être objectif si deux idées peuvent entrer en contradiction ? Faut-il admettre que les deux idées sont pareillement objectives ? » De fait, nous avons déjà répondu à cette question. Certes, il y a certains objets qui entrent en conflit, certaines idées qui entrent en contradiction. Mais comme il n'existe rien d'absolument négatif, il faut nécessairement admettre que ces objets s'expriment au travers d'une objectivité et, bien que certaines idées puissent être fausses, cela n'implique pas qu'elles n'existent pas. Elles sont fausses et subjectives en tant qu'elles ne se rapportent qu'en la croyance d'un sujet qui, par rapport à ce qui existe effectivement, se trompe. En clair, même ce que l'on croit ne pas être objectif s'exprime pourtant bien au travers d'un mode d'existence, par des causes, des raisons et une expression particulière du monde. Admettre qu'il y a des objets qui ne sont pas objectifs, c'est admettre en fait qu'ils n'existent pas. 4. Tout ce qui existe est naturel. En tant que le monde est tout ce qui est, que tous les objets partagent fondamentalement le fait d'être la même chose et que, en outre, l'existence est étendue, tout ce qui existe peut être dit naturel. Naturel est ici un autre mot pour parler de physique ou d'étendue. Nous utilisons ce mot ici pour porter l'attention du spectateur sur ce qui, dans le monde, est la racine fondamentale de tous les objets. Autrement dit, en tant que le monde est tout ce qui existe et que rien dans le monde ne peut lui être étranger, il s'ensuit que tout ce qui existe est nécessairement le produit d'un même monde et porte donc en lui la manière d'être de ce monde. En un mot, ce qui est naturel est ce qui est le produit du monde. Ainsi donc, tout ce qui existe est nécessairement naturel. Il suit de cela qu'il n'y a rien dans le monde qui peut se produire qui ne soit naturel. Il suit également de cela que tout objet a pour nature le monde et que, si l'on doit creuser la nature d'un objet jusqu'à sa racine, on trouvera celle du monde. 5. Il n'existe rien de surnaturel. En tant que tout ce qui existe est naturel, il est clair qu'il ne peut rien exister qui ne le soit pas. Ainsi, parler d'objets extra-naturels ou surnaturels ne peut qu'être faux. Plus précisément, considérer un ordre au-dessus de la nature, c'est considérer une autre nature au-dessus de la nature. Or, par nature, nous entendons la totalité de ce qui est. Aussi, s'il est quelque chose d'autre, ou bien nous considérons qu'elle fait partie de la même chose, ou bien nous considérons qu'elle n'existe pas. En clair, en tant que le monde est tout ce qui existe, il n'y a rien de surnaturel. Autrement, cela reviendrait à dire qu'il existe autre chose en dehors de ce qui existe, ce qui est absurde. Tout ce qui existe prend donc place au sein de la nature et rien ne peut exister en dehors d'elle. Remarque, le sujet ne parvenant pas à expliquer les phénomènes naturels, il a reporté la charge de l'explication sur des phénomènes surnaturels. Dès lors, le sujet n'est plus en mesure de rien expliquer du tout. Il se contente de référer les phénomènes naturels à des causes surnaturelles, comme si cette seule référence suffisait à expliquer quoi que ce soit. En réalité, il a rendu les phénomènes naturels incompréhensibles. En effet, comment veut-il comprendre quelque chose qu'il a défini comme étant subjectif, abstrait, non naturel, en un mot, comme étant étranger à toute objectivité et inexprimable par aucune science. Il faut donc admettre que tout ce qui existe est nécessairement naturel, qu'il est l'expression d'une objectivité et que c'est en vertu de cela qu'un sujet peut le comprendre. Ainsi, même si les fantômes, le monde des esprits, les créatures magiques ou les titans existaient, on pourrait s'en étonner, mais il n'aurait pas lieu d'en être étonné outre mesure, car ils seraient également des phénomènes naturels au même titre que les ouragans, les tempêtes, les tremblements de terre ou la foudre. Ils seraient sans doute effrayants, mais ils seraient naturels, et, si on les étudie assez longtemps, on pourrait les comprendre comme du reste. 6.
le monde reste stable en lui-même, indépendamment de ses changements. En tant qu'un changement ne peut avoir lieu s'il ne se produit sur quelque chose de stable, la possibilité même du changement implique nécessairement l'existence préalable d'un permanent, sans quoi ce changement ne pourrait se faire. En d'autres termes, si le monde est effectif, il ne change pas dans sa nature même à chaque instant. Il faut donc qu'il existe quelque chose qui reste stable, sur laquelle se produit le changement. Cette chose, nous l'appelons substance. Et cette substance ne consiste en rien d'autre qu'en le monde. D'une manière très imagée, la substance est au phénomène ce que l'échiquier est aux parties d'échecs. Il peut y avoir différentes parties d'échecs, mais ce qui demeure toujours identique, c'est l'échiquier. Plus précisément, s'il fallait que le changement existe, quoi qu'il n'existe aucune chose stable sur laquelle il se fait, ou que cette chose changeait toujours de nature, le monde serait informe. Il ne serait qu'une suite chaotique d'éléments informes dont le mouvement serait entièrement aléatoire. Ainsi donc, la vérité du monde en garantit le mouvement et en détermine le changement. Elle est le sol stable sur lequel se produisent les phénomènes. De cela, il suit que tout phénomène est un mode de ce qui subsiste et demeure inchangé. Citation. La substance est ce qui subsiste indépendamment de ce qui a lieu. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 2.024. 7. Le monde est toujours identique à lui-même. En tant que le monde reste stable en lui-même indépendamment de ses changements, il suit nécessairement de cela que le monde est, en lui-même, toujours identique. Il ne change jamais ce qu'il est, fondamentalement. Autrement dit, le monde étant tout ce qui est, peu importe le contenu de ce qui s'y trouve et de ce qui s'y passe, peu importe les différentes réalités qui résident en lui, peu importe ce qui se crée ou ce qui se détruit, le monde, lui, demeure. Il reste un, inaltérable et indivisible. En un mot, le monde reste lui-même indépendamment de ce qui s'y passe, ou, si l'on préfère, il reste le même dans tout ce qu'il devient. Citation. Or, le substrat de tout le réel, c'est-à-dire de tout ce qui appartient à l'existence des choses, est la substance. Par conséquent, l'élément permanent est la substance dans le phénomène, c'est-à-dire le réel présent en lui, lequel, comme substrat de tout changement, demeure toujours le même. C'est-à-dire quelque chose qui demeure et reste permanent, dont tout changement et toute simultanéité ne constituent rien qu'autant de façons, pour ce qui est permanent, d'exister. Kant, Critique de la raison pure, Analytique transcendantale, 3e section, première analogie. Remarque. Le mot de substance est un mot terriblement flou qui est aujourd'hui tombé en complète désuétude, même dans les pensées les plus occultes. Il est néanmoins un terme traditionnel en philosophie que nous sommes contraints de reprendre. C'est pourquoi il ne faut pas le prendre pour une vérité, mais comme une façon de parler de quelque chose que nous ignorons encore. Quand nous parlons de substance, nous parlons de ce qui, dans le monde, reste toujours le même en dépit du changement. La substance est donc la vérité. Elle reste la même et constitue le sol stable sur lequel se déroule tout ce qui se produit. C'est pourquoi nous proposons de substituer ce mot par nature. La nature est ce qui, dans le monde, reste le même relativement à tout ce qui change. En outre, comme tout est naturel, il s'ensuit que tout est le produit de ce quelque chose qui reste stable et qui est la vérité. 8. Dans le monde, rien ne naît ni ne meurt. En tant que rien n'existe dans le monde qui ne lui soit étranger, il est clair que rien de ce qui existe dans le monde ne peut être d'ailleurs ni n'aller autre part. S'il y a bien des objets qui naissent et qui meurent, cela ne peut être que le changement d'état de cette chose qui demeure toujours la même. Citation. Naître et périr ne sont pas des changements de ce qui naît et périt. Le changement est un mode d'exister qui succède à un autre mode d'exister du même objet. En ce sens, tout ce qui change se trouve demeurant et seul son état connaît une transformation. Kant, Critique de la raison pure, Analytique transcendantale, 3e section, première analogie. Remarque. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est là une formule bien connue. Dans notre idée, rien ne se crée à partir de rien. Rien ne se perd en tombant dans le néant. Tout se produit à partir du reste. Tout ce qui est disparaît en produisant le reste. Tout ce qui est continue d'être en trouvant sa source dans ce qui est autre. Si ce qui est n'est plus, c'est là seulement un changement de manière d'être. Ce qui est continue d'être d'une autre façon. Si on nous demandait comment tout a pu se produire à l'origine, nous dirions que nous ne savons pas. 9. Le monde est un cosmos. En tant que le monde est tout ce qui est, et que, dans le monde, tout se produit à partir du reste, tout ce qui est se trouve compris dans un même réseau d'interconnexion. Autrement dit, les objets n'existent pas indépendamment de tous les autres, mais se trouvent tous engagés dans un réseau d'autres objets. Dit encore autrement, tout est nécessairement lié. Aucun objet ne peut se retrancher d'un rapport avec d'autres, et rien ne peut être dans le monde indépendamment du reste. Plus précisément, en tant que le monde est tout ce qui existe, rien dans le monde n'est absolu, mais tout est relatif. Mais comme, en outre, le relatif n'est pas un absolu, cela veut dire que tout objet trouve son existence dans son rapport à d'autres objets. Il ne peut y avoir d'objet existant de manière entièrement indépendante de tous les autres.
De cela, il suit que, si le sujet désolidarise un objet du réseau d'objets dans lequel il s'inscrit, il va nécessairement amputer de lui un élément qui est constitutif de son être. Il ne pourra donc le comprendre entièrement. C'est pourquoi nous avons dit qu'un sujet ne pouvait véritablement connaître une partie s'il ne connaissait le tout. En outre, comme le monde est effectivité et que l'objet est toujours engagé dans le monde, l'objet ne peut jamais être passif. Il est toujours pris dans une certaine effectivité de l'être et engagé dans le réseau d'objets duquel il dépend et auquel son existence le contraint. En clair, si l'effectivité du monde contraint l'objet à agir et à être agi, le réseau de relations dans lequel il est pris le contraint à prendre part à son effectivité. Il suit de cela qu'aucun objet n'est jamais en dehors du monde, mais toujours déjà engagé dans le monde. Il ne peut donc y avoir d'objet entièrement passif comme en retrait du monde. Citation. Il est impossible de supposer un corps absolument isolé dans la nature. Il n'aurait plus de réalité parce que, dans ce cas, aucune relation ne viendrait manifester son existence. Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, deuxième partie, chapitre 1, 6. Remarque. Nous cherchons ici à être bien compris. Quand nous disons que tout est relatif, nous ne disons pas qu'il n'y aurait rien de vrai absolument. Nous disons que le sens strict du terme absolu veut dire qui n'entretient de relation avec rien. De même, relatif veut dire qui entretient une relation avec quelque chose. Ainsi, il n'existe aucun objet qui serait radicalement indépendant des autres. L'existence d'un objet prend nécessairement place au sein d'un réseau qui l'affecte et le détermine. C'est pourquoi tout objet est nécessairement relatif. 10. Dans le monde, il ne peut exister d'épiphénomènes. En tant que le monde est un cosmos, il est clair qu'il ne peut exister d'épiphénomènes, c'est-à-dire de phénomènes qui n'en causent aucun ou qui n'a aucune incidence sur le reste. Si tel n'était pas le cas, ce serait revenir à dire que non seulement un phénomène cause un autre qui lui-même ne cause rien, mais qu'en plus ce phénomène est entièrement indépendant du monde et n'a aucune incidence sur lui. Si tel n'était pas le cas, ce serait revenir à dire que non seulement un phénomène causerait un autre, qui lui-même ne causerait rien, mais qu'en plus ce phénomène serait entièrement indépendant du monde et n'aurait aucune incidence sur lui. En un mot, tout est lié. Il n'y a rien dans le monde qui n'ait une incidence sur rien. Rien ne peut se produire dans le monde sans que cela n'ait une incidence sur tout le reste. Chaque phénomène a des conséquences. Un phénomène n'est jamais fermé sur lui-même, mais a toujours une incidence sur le reste. De manière très imagée, le monde est comme un immense jeu d'échecs. Le jeu est fait de telle façon que le mouvement d'une pièce affecte celui de toutes les autres, comme un puzzle qui changerait à chaque instant, ou d'une toile d'araignée qui, si quelque chose affecte un endroit, affecte du même coup toute la toile à un degré ou à un autre. De plus, le monde ne peut se comprendre que par les liens qui se tissent entre les objets, de telle manière que le phénomène de l'un affecte le phénomène de l'autre. Mais comme, en outre, la vérité n'est pas à mesure singulière, le sujet n'en ressent pas toujours les effets. C'est pourquoi il croit souvent que des phénomènes n'ont aucun lien entre eux. 11. Tout objet prend son existence du monde. En tant que tout ce qui existe est naturel, tout objet a pour nature le monde. En ce sens que tous les objets naissent du monde et qu'ils sont déterminés par ce qui s'y trouve et le compose. Autrement dit, en tant qu'il n'y a rien dans le monde qui ne lui soit étranger, qu'en outre tout objet est le produit de l'existence, que tout ce qui se produit dans le monde est le changement de ce qui existe déjà et que le monde est un cosmos, il suit de tout cela qu'un objet ne se constitue jamais qu'avec les éléments qui se trouvent dans le monde. Ainsi, il n'y a aucun objet qui aurait dans sa constitution un élément hors monde. Cela n'aurait pas de sens. Un objet est nécessairement le produit du monde et est toujours constitué avec les éléments qui le composent. En un mot, l'existence même d'un objet est déterminée par ce que le monde lui donne pour exister et continuer d'être. En allant plus loin, de même que la notion d'existence est nécessaire d'être posée pour déduire tout le reste, le monde est la notion qu'il est nécessaire de poser afin de déduire tous les objets. Un objet ne peut se faire à partir de rien. Il faut bien que quelque chose existe à partir de quoi il est possible de faire. Cela est comparable à une table ou une feuille. Pour écrire, il faut bien qu'il existe un support, et tout ce qui peut être fait ne peut se faire que sur ce support. De cela, il suit que, comme l'objet est produit par le monde, les propriétés d'un objet indiquent ce qui, dans le monde, les a produites. 12. Le monde n'est pas la somme de ses objets. En tant que tout objet prend son existence du monde, un objet peut être considéré comme une partie du monde. Cependant, nous disons que le monde n'est pas le produit de ses parties. En cela précisément que ces parties sont le produit du monde. D'une manière très imagée, le monde n'est pas comme une montre qui, engrenage après engrenage, formerait la montre. C'est-à-dire que le monde n'est pas la somme des objets qu'il compose, mais est bien un tout qui produit les objets qu'il compose. Autrement dit, le monde est ce par quoi les objets existent. Ainsi, il n'en est pas la somme au sens exact du terme, mais tous les objets en sont le produit. 13. Un objet n'est pas identique au monde.
En tant que l'objet est le produit du monde, il est clair qu'aucun objet ne saurait réduire à lui-même le monde entier. En tant qu'un objet n'est pas identique au monde, le monde apparaît à l'objet sous forme d'image, c'est-à-dire sous une forme amputée et incomplète. De cela, il suit qu'un objet est postérieur au monde, ce qui revient à dire que le monde est antérieur aux objets. Il suit également de cela que la partie est plus petite que le tout, car en tant que l'objet est le produit du monde, l'objet est une partie de ce tout. Et comme cet objet est une partie du monde, cette partie est nécessairement plus petite que le tout. Autrement dit, un objet ne peut faire l'expérience du monde que si le monde existe extérieurement à lui. C'est-à-dire si cet objet ne se réduit pas au monde, mais que quelque chose d'autre existe en dehors de lui et par quoi, en outre, cet objet est le produit. En un mot, l'objet ne peut exister que s'il est produit par ce qui lui est antérieur. Citation. La détermination de mon existence dans le temps n'est possible qu'à travers l'existence de choses réelles que je perçois hors de moi. Il est ici simplement prouvé que l'expérience externe est précisément immédiate, que c'est uniquement par son intermédiaire qu'est possible la détermination de cette existence dans le temps, c'est-à-dire l'expérience interne. Ce pourquoi des objets extérieurs sont absolument requis, en sorte que, par voie de conséquence, l'expérience interne elle-même n'est possible que médiatement et uniquement par l'intermédiaire de l'expérience externe. Kant, Critique de la raison pure, Analytique transcendantale, B 277, remarque 1. 14. L'existence, c'est la vie. En tant que le monde est effectif et que tout ce qui existe est pris dans l'effectivité de l'être, il s'ensuit que tout ce qui existe vit d'une manière ou d'une autre. Il suit de cela que tout ce qui existe est en vie et que rien qui existe ne peut être absolument mort. Il suit également de cela que le monde est moralement vierge. Le monde n'est pas plus heureux en été qu'il n'est triste en hiver. Le monde n'est ni triste, ni heureux, ni beau, ni laid, ni juste, ni injuste. Il n'y a que la vie. Fin de la section 1.